Merci infiniment et merci d'être là. Nous sommes jeudi et c'est la conférence 4. La raison pour laquelle je vous le rappelle, c'est qu'il a été convenu que pour les conférences du jeudi, les conférences paires, j'aménageais quelques minutes à la fin de mon propos pour un bref échange, 3 ou 4 interventions. Voilà, donc nous allons faire ça aujourd'hui. Alors, je vous ai proposé pour cette 4e conférence un titre dont j'admets qu'il est tout à fait sibyllin. Quand la Joconde sourit au masque sans fossette, ça ressemblerait à un jeu surréaliste. Je vous promets, ce n'est pas un cadavre exquis du tout, mais il s'agit d'une citation tirée d'un poème de Léopold Sédar Senghor adressé au masque, une prière au masque, un poème aussi célèbre que celui où il célèbre les tirailleurs sénégalais de Thiaroye et qu'on a beaucoup cité ces temps-ci. Alors, voici la prière au masque de Senghor que je vais vous lire. Elle est au tableau. Masque, ô masque, masque noir, masque rouge, vous, masque blanc et noir, masques aux 4 points d'où souffle l'esprit, je vous salue dans le silence. Et pas toi le dernier, ancêtre à tête de lion. Vous gardez ce lieu fort clos à tout rire de femme, à tout sourire qui se fane, vous distillez cet air d'éternité où je respire l'air de mes pères. Masques au visage sans masque, dépouillés de toute fossette comme de toute ride, qui avait composé ce portrait, ce visage mien penché sur l'autel de papier blanc à votre image. Écoutez-moi. Voici que meurt l'Afrique des empires. C'est l'agonie d'une princesse pitoyable et aussi l'Europe à qui nous sommes liés par le nombril. Fixez vos yeux immuables sur vos enfants que l'on commande, qui donnent leur vie comme le pauvre son dernier vêtement. Que nous répondions présents à la renaissance du monde, ainsi le levain qui est nécessaire à la farine blanche. Car qui apprendrait le rythme au monde défunt des machines et des canons? Qui pousserait le cri de joie pour réveiller morts et orphelins à l'aurore? Dites, qui rendrait la mémoire de vie à l'homme aux espoirs éventés? Ils nous disent les hommes du coton, du café, de l'huile. Ils nous disent les hommes de la mort. Nous sommes les hommes de la danse, dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Voilà, ce poème, c'est un poème tiré d'un des tout premiers recueils de Senghor, écrit pendant la guerre et publié juste au sortir de la guerre dans le volume Chants d'ombre. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à ce poème, c'était tout de suite lorsque j'ai su que j'avais été invité à occuper cette chaire du Louvre pour cette année 2024, parce qu'évidemment, dès qu'on dit Louvre, on dit Joconde. Quand on dit Joconde, on parle de son sourire énigmatique. Et m'est revenu en mémoire ce poème de Senghor qui a orienté en quelque sorte la réflexion qui était la mienne sur ce que signifie faire coexister dans le même espace, dans un même musée, le type de masque que Senghor évoque ici et la Joconde. Le titre que j'ai choisi, La Joconde sourit au masque sans fossette, évoque donc un apparentement entre un masque dépouillé de toute fossette et de toute ride, pour citer le poème, autrement dit, un masque qui ne sourit pas. Et, d'un autre côté, le mystérieux sourire de la Joconde. C'est donc un propos que je voudrais présenter sur la possibilité d'effectuer ces apparentements-là. Ici, entre un masque présenté ici dans le poème de Senghor comme un visage impassible, retranché dans son éternité, et un tableau de la Joconde dont on souligne souvent qu'il marque dans l'histoire la première représentation en peinture d'un sourire.
les tableaux ne souriaient pas avant la Joconde. En revanche, cela n'est pas vrai, alors une parenthèse, cela n'est pas vrai, comme vous le savez, de la sculpture, puisqu'on parle de sourire archaïque et que, en particulier, les chorés de l'Acropole affichent bien un sourire qui reste toujours à expliquer par les plus grands spécialistes. Les spécialistes se sont penchés sur ces sourires dits archaïques. Ici, les chorés de l'Acropole appartiennent à la période classique, bien entendu, mais il semblerait, pour les spécialistes, que le sourire soit un archaïsme. Dans la Grèce archaïque, on pouvait représenter des tableaux qui sourient, mais la Grèce classique fait disparaître le sourire, mais c'est peut-être une simplification, parce que ce tableau-là, évidemment, présente les deux aspects, à la fois des archaïsmes et ce côté classique également. Alors, j'ai lu qu'une des explications, c'était que les tableaux étaient censés nous mettre en joie, que c'était la fonction de ce sourire des jeunes filles, de ces chorés, comme on les appelle. Je vous avouerai qu'un tableau qui sourit m'inquiète pour ma part. C'est vrai que j'ai tellement peu l'habitude de voir des tableaux sourire que je me dis qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Que quand le tableau sourit, ça veut dire que brutalement, ce tableau, une statue, brutalement, cette statue se met à vivre. Alors, quand je me suis retrouvé tout seul pendant mes visites du mardi avec la Joconde, j'étais tout à fait à l'aise et heureux d'être comme ça témoin de son sourire. Je ne suis pas sûr que si j'avais été avec la Corée et son sourire, je n'aurais pas trouvé déraisonnable d'être là. Enfin, je ferme cette parenthèse sur le sourire des Corées. Et je reviens au sourire de la Joconde et à l'apparentement que j'essaie de faire avec, d'un côté, la Joconde et de l'autre, l'impassibilité d'un masque tel que décrit dans la prière au masque de Senghor. Et j'ai lu à ce propos, je voudrais partager avec vous ce texte que vous avez sûrement vu vous-même et que vous avez... c'est un documentaire que vous avez sûrement vu à la télévision, le documentaire L'Éveilleur de France 3, qui, à un moment donné, a promené la caméra de la télévision au Louvre et a demandé à ceux qui travaillent au Louvre de dire quelques mots des œuvres dont ils ont la garde et sur lesquelles ils veillent. Et j'ai lu le superbe commentaire que donne du Louvre un agent du musée dans ses veilleurs de France 3 et qui parle de ce sourire de la Joconde comme d'une manière de, je le cite, choper le temps, de, je le cite encore, montrer le temps qui passe, alors que, dit-il, la peinture, généralement, elle fige le temps. Et je voudrais me servir de ce commentaire pour revenir à l'apparentement que je fais entre un masque impassible et la Mona Lisa. Regardez ensemble la Joconde et l'ancêtre qui garde le lieu forclos à tout sourire de femme serait donc, d'une certaine manière, contraster deux notions du temps. Le temps qui passe dans l'évanescence d'un sourire et le temps d'un éternel maintenant, qui serait représenté par un masque impassible. Voilà une manière, peut-être, d'effectuer un apparentement, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, un contraste entre le sourire qui a la beauté du périssable et l'impassibilité d'un masque tel qu'en lui-même l'éternité le change, comme on pourrait dire, citant le poète. Mais évidemment, les choses ne sont pas si simples. Enfin, je viens de construire rapidement ce contraste-là à partir d'un poème et du sourire, du fameux sourire de la Joconde, mais je veux bien admettre que les choses ne sont pas aussi simples. Et de toute façon, la philosophie senghorienne de l'art africain n'est elle-même certainement pas une pensée de l'immobilité, mais une pensée du rythme. Je l'ai dit dans une conférence antérieure, je rappelle simplement pour ceux qui n'avaient pas été ici
que j'avais assez longuement évoqué sa philosophie de l'art qui vise la sous-réalité essentielle des choses, qui est leur rythme, et non pas la belle apparence que ces choses offrent à voir. Donc la raison pour laquelle il insiste ici sur l'impassibilité et sur la fixité, c'est un peu parce que ces masques en question sont probablement des gardiens de reliquaires, et donc c'est la sacralité du lieu qui fait mettre l'accent sur l'immobilité. En revanche, on le voit bien dans le champ sémantique où s'inscrivent beaucoup de mots dans ce poème, la Renaissance, le levain, le rythme, la mémoire de vie, réveiller les morts et les orphelins à l'aurore, ou bien le mot de la fin qui parle des hommes de la danse. Tout cela va beaucoup mieux et plus précisément dans le sens de sa philosophie des arts classiques africains. Mais mon propos, de manière générale, consiste à explorer avec vous les apparentements possibles et l'intégration dans un musée ouvert à vocation universelle. Cela doit pouvoir signifier faire dialoguer les œuvres entre elles. Cela doit pouvoir signifier que ces œuvres ne se retrouvent pas seulement dans un même espace et dans la juxtaposition, dans la pure juxtaposition, mais qu'elles sont véritablement ensemble dans cet espace, dans leurs différences. Et donc que la Joconde ait quelque chose à dire au masque sans fossette ou au dieu Gou ou à l'homme bleu. On peut d'ailleurs imaginer, ce n'est pas nécessaire de dire qu'on va forcer ces rapprochements, on peut parfaitement imaginer que les visiteurs eux-mêmes procèdent à leur propre apparentement et construisent des rapprochements, des contrastes, des parallèles au fur et à mesure qu'ils ou elles se promènent dans le musée, des rapprochements qui peuvent être tout à fait inattendus d'une galerie à l'autre, les galeries présentant des œuvres qui peuvent parfaitement être éloignées dans le temps, dans l'espace et appartenir à des cultures différentes. Alors c'est pour penser ces apparentements possibles, ces rapprochements ou ces contrastes, que je voudrais me demander ce qu'il pourrait nous dire de ce que j'ai appelé l'universel latéral. L'universel tel que des cultures côte à côte, mises côte à côte, équivalentes, peuvent contribuer à l'exprimer. Et j'interrogerai dans un premier temps les rapprochements que l'on peut faire au sein des œuvres de l'Océanie, de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques dans le pavillon des sessions lui-même, parce qu'après tout, ces œuvres aussi se parlent, et j'essaie de voir avec vous ce que ces œuvres peuvent se dire. Et ensuite, dans un second temps, je regarderai des apparentements hors catégorie, comme je puis dire, des œuvres qui sortiraient de ce pavillon des sessions et des 4 continents pour aller, par exemple, vers le continent européen. Et là, j'évoquerai une expérience effective, réelle, d'apparentement de cette nature. Je me demanderai dans un troisième temps ce qu'il en est du Louvre et des projets aussi du Louvre qui vont dans le sens d'une organisation de ces apparentements, comme je les ai appelés. Donc, dès lors qu'on pose la question de ce que peuvent se dire des conversations possibles entre les œuvres qui se retrouvent au musée du Louvre, il faut, avant de sortir du pavillon des sessions, demander aux œuvres qui s'y trouvent, les œuvres océaniennes, américaines, africaines, de quoi elles parlent entre elles. Comment évoquent-elles ensemble ce qui les a réunies depuis longtemps déjà, d'abord sous le label art primitif, puis sous le label art premier, et puis maintenant de manière plus neutre, car simplement géographique et énumérative, art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, et
des Amériques. Chercher ce qui, pourtant invisible, pourrait être un lien vital qui les réunit et qui justifie que se trouvent dans le même espace ces œuvres venues pourtant de contrées éloignées les unes des autres, comme l'Asie, l'Océanie, les Amériques. J'ai parlé d'un lien vital. On pourrait justement dire que ce lien qui existe entre eux, cet apparentement qui est naturel, d'une certaine façon, entre ces objets qui se retrouvent dans le pavillon des sessions, eh bien, ce lien, c'est le vital lui-même, c'est la vie. Et j'essaierai d'illustrer une telle lecture en évoquant ici la philosophie d'Henri Bergson, du philosophe français Henri Bergson. Cette philosophie de Bergson, on le sait, est celle de l'élan vital, de la poussée vitale, de l'évolution. Bergson est le philosophe de la pensée évolutionnaire telle qu'elle s'est développée et du transformisme que l'on trouve chez Lamarck ou Darwin. Donc je pense ici à son œuvre L'évolution créatrice. Et en lien avec cette vision d'une évolution créatrice, il parle de nos différents modes de connaissance. Et un de nos modes de connaissance de la réalité, nous dit Bergson, est le mode qui étant lui-même inscrit dans cette poussée, dans la continuité de la poussée vitale, nous fait en quelque sorte coïncider avec cette poussée et donc avec le réel qui est produit par cette poussée, mais le réel compris et saisi comme mouvement, comme mouvant. Et cette connaissance du réel comme mouvant est alors une connaissance immédiate qui se réalise dans l'intuition que nous en avons. De notre côté, ça c'est un mode de connaissance dont Bergson nous dit il est dans notre nature, puisque nous sommes nous-mêmes des produits de l'évolution créatrice, de cette poussée vitale, nous sommes dans cette poussée vitale, nous coïncidons avec elle, et cette coïncidence est une manière de connaître le réel qui est produit par cette évolution créatrice. De notre côté, nous dit-il, lorsque cet élan vital, lorsque cette poussée, en quelque sorte, se retourne sur elle-même, alors elle se regarde comme distance parcourue, comme une trajectoire, c'est-à-dire ce qui était dans l'intensité d'un mouvement devient cette fois-ci l'extension et la spatialisation d'une trajectoire. Et donc, ce mode de connaissance du réel qui correspond à cette extension est un mode, nous dit-il, analytique, qui n'est pas immédiat et où le sujet vise la réalité comme un objet qui est séparé de lui, qui est situé à distance de lui, et il connaît le réel en le décomposant en ses parties constitutives. J'ai bien conscience que ceci n'est pas forcément d'une limpidité absolue, alors je vais réexpliquer les choses autrement. Vous opposez deux manières de connaître le réel, une manière intuitive, une manière déductive ou synthétique. Une manière intuitive qui est immédiate, on connaît la chose immédiatement en faisant un avec cette chose, on coïncide avec elle, tandis que dans l'autre cas, la connaissance suppose une double séparation. On se sépare de l'objet que l'on connaît, on se tient à distance de cet objet, et deuxièmement, on regarde l'objet et on le comprend, en comprenant comment il est fait. Comme les gamins, vous leur donnez un jouet, vous allez en faire l'expérience, Noël arrive, et la première chose qu'ils font le 25 décembre, c'est de le casser, parce qu'ils cherchent à voir comment c'est fait, quelles en sont les parties constitutives. Donc, deux manières d'approcher le réel, nous explique le philosophe. Une manière immédiate, qui n'a besoin d'aucune médiation, et une manière médiate, analytique. Et pourquoi je vous parle de cela à propos d'art? C'est que, dans un premier cas, cette connaissance que nous avons du réel, parce que c'est une connaissance qui est dans la continuité de la poussée vitale qui est la réalité de notre monde, l'évolution qui est la réalité de notre monde, il s'agit
nous dit Bergson, d'une connaissance vitale. Nous connaissons les choses d'une manière vitale. Tandis que l'autre mode de connaître est un mode analytique, rationnel. Alors, si on essaye d'expliquer ce que c'est que la connaissance non analytique, on a du mal. Pourquoi? Parce que notre langage lui-même est constitué par la manière dont nous connaissons la réalité d'une manière analytique. Autrement dit, le langage que nous utilisons est un langage analytique, c'est un langage qui est l'instrument que nous avons pour connaître le monde et pour communiquer notre connaissance du monde. Par conséquent, il obéit entièrement à la logique d'une connaissance analytique du monde. Alors, à ce même langage, nous essayons de demander de nous expliquer ce que pourrait être une connaissance non analytique, une connaissance immédiate, intuitive, vitale, qui est dans la continuité de la poussée vitale. Vous aurez remarqué que toutes les expressions que j'ai utilisées pour le deuxième mode de connaissance sont des métaphores. Je n'ai rien dit de conceptuel et de précis, alors que pour le mode de connaissance analytique, c'est infiniment plus facilement reconnaissable. On sait ce que signifie être un sujet posé devant un objet et on sait ce que c'est que comprendre un objet en comprenant comment il est fait, quelles en sont les parties constitutives. Il y a l'art et c'est à cela que je voulais en venir. Il y a l'art pour être le langage de cette connaissance vitale de la réalité. Il y a l'art pour nous expliquer ce que signifie coïncider avec le réel. Là où le langage n'y arrive pas, le langage est obligé d'utiliser et de multiplier les métaphores pour essayer de nous expliquer ce que peut être cette connaissance immédiate du réel. Il y a l'évidence, si vous voulez, de l'objet artistique, nous dit Bergson. Autrement dit, pour parler de l'approche intuitive, directe, immédiate que l'on peut avoir du réel, de cette manière que nous avons de faire un avec l'objet, eh bien, essayons de comprendre ce que signifie ce que Senghor a appelé une attitude rythmique qui nous met en relation avec l'objet d'art africain en particulier. Comprendre que nous avons devant cet objet d'art non pas une reproduction mimétique de la réalité, mais la tentative de capturer le rythme essentiel de la chose et nous mettre nous-mêmes dans le rythme de l'objet. Essayer autant que nous pouvons le faire de coïncider avec lui, en quelque sorte percevoir cet objet, le sentir, ce serait danser avec lui. Et donc, l'art, particulièrement l'art dit premier, pour cette raison qu'il est le langage de cette poussée vitale, ce langage de la force de vie et non pas la représentation mimétique ou analytique de la réalité, mais la saisie même du rythme des choses, nous indique ce que peut vouloir dire un art dont nous avons une connaissance vitale. Un art qui est la représentation non pas de la réalité, mais de la force vitale de toute chose. Vous voyez comment ici, la philosophie bergsonienne de l'élan vital et ce qu'il en déduit comme connaissance vitale des choses rencontre aussi la philosophie senghorienne. Et ce n'est pas un hasard si le philosophe dont Senghor a le plus parlé dans son œuvre est Henri Bergson, dont il dit qu'il a réalisé la révolution qui a fait naître le XXe siècle. Pour Senghor, le XXe siècle est né en 1889, avec ce qu'il appelle dans un jeu de mots la révolution de 1889, et quand il dit cela, ce qu'il a en vue, c'est la publication à cette date, en 1889, de l'essai sur les données immédiates de la conscience de Henri Bergson. Et Senghor dira que Bergson a su retrouver la voix des Africains. Pour lui, ce sont les Africains qui auront su, par leur art, penser cette connaissance vitale de la réalité, et l'Europe aurait elle-même découvert aussi cet aspect des choses, cette connaissance vitale de la réalité qui se traduit dans un art qui n'est plus un art mimétique, qui n'est plus un art qui essaye de reproduire la belle apparence des choses,
mais un art qui essaye de capturer, de capter et de représenter et de rendre le rythme essentiel des choses. Cela explique le registre sémantique de la vie et de la danse dans le poème des masques dont je parlais tout à l'heure. Et une manière pour Senghor de traduire cela dans un langage poétique, c'est de dire qu'il faut en quelque sorte opposer deux approches différentes, qui sont toutes les deux des approches de la raison, mais dans une approche, la raison se fait œil, et dans l'autre approche, la raison se fait étreinte. La raison œil, c'est précisément la raison analytique qui met les choses à distance et les contemple. Cette raison analytique va saisir la beauté dans la contemplation, précisément dans la distance, celle que vous impose la statuaire gréco-romaine, par exemple. La statuaire gréco-romaine, quand vous regardez les formes de cette statuaire, c'est la forme humaine, dans sa reproduction la plus exacte, en respectant toutes les proportions du corps humain, mais portée à sa plus grande intensité. Vous prenez une statue de moi, vous la rendez beaucoup plus musculeuse que je ne suis, et vous avez Apollon. Vous prenez une statue d'une jeune femme à peu près quelconque, vous la rendez dans sa perfection, et vous avez la Vénus. Voilà le genre de raisonnement qui est tenu là dans cette explication de ce que c'est qu'une raison œil qui perçoit la beauté à distance, qui perçoit la beauté comme quelque chose qui se contemple dans la distance, et en quelque sorte, la beauté est, vous l'embrassez du regard. Voilà pourquoi Senghor en parle comme d'une raison œil. Tandis que quand il parle d'une raison étreinte, il parle de la réception d'un choc de la sculpture, et de la sculpture africaine ou océanienne en particulier, dans l'étreinte que l'on sent, et qui est une étreinte qui brutalement m'arrache à moi-même pour m'unir à l'objet. C'est comme si je coïncidais avec l'objet. Voilà, j'espère avoir, en prenant l'exemple de l'art évidemment, clarifié cette opposition qui a été établie entre la statuaire gréco-romaine, cette tradition, et ce qui unit peut-être, dans l'hypothèse que j'ai adoptée et à laquelle j'ai rattaché la philosophie bergsonienne et senghorienne, donc l'hypothèse que ce qui fait que les objets océaniens, africains, asiatiques ou amérindiens se parlent, se trouvent ensemble dans le pavillon des sessions, c'est que d'une certaine manière, dans leurs différences qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas réduire, ces œuvres, toutes, manifestent cette connaissance vitale du réel qui fait qu'en effet, on peut les appeler des œuvres premières ou des arts premiers. Cela dit, il ne s'agit pas non plus de séparer trop radicalement, d'avoir une espèce d'opposition totale, radicale, entre une statuaire gréco-romaine, par exemple, qui serait l'objet de mon regard, de ma raison œil, et une sculpture africaine ou océanienne ou amérindienne qui serait, elle, saisie immédiatement dans l'étreinte, d'une raison étreinte. Sous la statuaire, sous les belles formes, vit de toute façon le même élan vital d'une certaine manière. Et à ce propos, je voudrais vous citer un échange tout à fait instructif qui a eu lieu entre le critique d'art Pierre Schneider et Pierre Soulages, et qui est reproduit dans les dialogues du Louvre. Ces dialogues que le critique d'art a eus avec un certain nombre d'artistes avec qui il s'est promené dans le Louvre, dans le musée, et il a recueilli leurs réflexions. Et une des réflexions concernait précisément la statuaire gréco-romaine. Pierre Schneider indique, dans la conversation qu'il a avec Pierre Soulages, qu'ils sont en train de traverser ensemble les salles assyriennes. Et ils arrivent aux vestiges de la présence grecque et romaine
en Asie mineure. Pierre Schneider explique qu'il a alors cette réflexion que l'art produit par cette présence grecque et romaine en Asie mineure est celui d'une image parfaite de l'homme, cette perfection de la forme humaine dont je parlais tout à l'heure, et que les pièces qui la traduisent, cette perfection, sont si souvent victimes d'accidents, d'un destin de mutilation, comme il dit. La Vénus de Milo n'a plus de bras, le Kouros n'a plus de tête, enfin, il arrive des tas de malheurs à ces images parfaites de notre humanité. Et à cette remarque, Pierre Soulages répond ceci dans le texte de Schneider. Ce qui m'a toujours intéressé dans les statues grecques, c'est la manière dont elles cassent. Parfois, le hasard de la rupture apporte quelque chose. L'apparition de la veine, la nature ressurgit sous la volonté de l'artiste. On aperçoit le choc émouvant entre l'art et la nature, l'alliance parfois. C'est dans la mesure où je flaire à travers la forme quelque chose qui dépasse la volonté, même de style, le sens, l'image, qu'elle me touche. La catastrophe ou l'oubli sont donc facteurs de révélation. Cette citation, cette réponse de Pierre Soulages, évidemment, m'a frappé et j'y ai repensé quand j'ai parlé de cette connaissance vitale du réel qui est reproduite dans la sculpture, dans les sculptures des arts lointains, et une sorte de connaissance plus analytique du réel reproduite dans la statuaire gréco-romaine et la tradition à laquelle elle a donné naissance. Dès lors que la statue casse, nous dit Pierre Soulages, on voit apparaître la veine. On voit apparaître en dessous de la forme impassible, de la forme belle, de la perfection humaine, de la forme humaine portée à sa perfection, on retrouve, dit-il, le jaillissement premier du vital. La mutilation que subissent, à cause du temps, la mutilation que subissent ces statues, les accidents qui leur arrivent deviennent des révélations, des manières de révéler sous la belle apparence la poussée vitale qui est toujours dans la veine. Autrement dit, il n'y a pas cette séparation radicale entre le vital et l'analytique. D'une certaine façon, pour reprendre ce vocabulaire traditionnel dans l'art que nous devons à Nietzsche principalement, Dionysos ressurgit de dessous les formes apolliniennes. Donc c'est Nietzsche qui fait cette distinction, comme vous le savez, dans l'origine de la tragédie, entre Dionysos, qui est le dieu du bouillonnement, le dieu de la vie dans ce qu'elle peut avoir de chaotique, de jaillissante, etc., le dieu de l'ivresse pour cette raison-là, et Apollon, qui est le dieu des belles formes. Et donc, sous les formes apolliniennes que nous présente la statuaire grecque, les forces, la puissance dionysiaque est toujours prête à rejaillir à la faveur d'un accident, d'une catastrophe, d'une cassure. Voilà un propos que je voulais tenir pour rendre raison de ce que l'on pourrait considérer, de ce que je considère comme l'apparentement qui réunit les objets qui se retrouvent ensemble au pavillon des sessions, indépendamment du caractère accidentel de leur réunion-là. Parce qu'en gros, quand on les appelle des arts extra-occidentaux, il y avait les arts occidentaux organisés de manière rationnelle dans un musée, et puis tout le reste se retrouvait au pavillon des sessions ou ailleurs. Eh bien, il y a quelque chose de réel qui les unit, je crois, et c'est cette représentation du vital, me semble-t-il, qui peut être une des explications de ce lien. Mais maintenant, que signifie faire des apparentements hors du pavillon des sessions? Faire en sorte, par exemple, que les objets qui s'y trouvent, les objets océaniens, amérindiens, asiatiques ou africains, parlent aux autres habitants du musée, aux autres collections du musée et voyagent à travers les galeries.
il y a une expérience précise de cela, de ces apparentements, une expérimentation qui consiste à rapprocher, à mettre ensemble des objets venus des 4 autres continents avec des objets considérés comme étant traditionnellement et classiquement des objets d'un musée universel. L'expérience concrète en question, c'est une expérience du Metropolitan Museum de New York. Le Metropolitan Museum est véritablement, d'une certaine façon, le musée frère du Louvre. Ce sont 2 musées qui se parlent beaucoup. Et comme me l'a rappelé tout à l'heure Barthélémy, en français on dit que ce sont des musées frères et en anglais on dit que ce sont des sister museums. Le musée est féminin en langue anglaise, bien qu'il n'y ait pas de féminin à proprement parler. Donc je vais les appeler des musées sœurs pour cette raison-là. En tout cas, il y a été mené une expérimentation qui correspond à ce que j'ai essayé de dire sur les apparentements. Cette expérimentation a consisté à mettre ensemble des pièces venues d'Afrique subsaharienne et des pièces venues d'Égypte ancienne. Ce qui est aussi une manière de répondre à notre ami Dwayne McKinley. J'ai parlé de cet homme qui avait visité le Louvre en 2019 et avait posé la question pourquoi est-ce que les arts égyptiens ne sont pas associés aux arts africains. Eh bien, c'est la configuration même des musées, aussi bien du Louvre que du Metropolitan, en fait, d'avoir les arts égyptiens et les arts d'Afrique à 2 extrémités de ce musée. Mais le rapprochement a été fait dans cette expérimentation, laquelle expérimentation a porté le titre suivant, African Origin of Civilization, les origines africaines de la civilisation au Metropolitan Museum de New York. Et cette exposition y est encore. Si vous voyagez dans les temps qui viennent avant avril 2025 à New York, vous pourrez aller voir cette expérimentation, cette manière d'apparenter des objets africains et des objets égyptiens. Je ferai quelques remarques à ce sujet. La première remarque, c'est que ce sont les circonstances, en quelque sorte, qui ont dicté cette expérimentation. Je veux dire par là, ce qui s'est passé, c'est que l'aile, la Rockefeller Wing, l'aile où se trouvent habituellement ces objets africains que vous voyez là. Ceci est une représentation de la Michael Rockefeller Wing au Metropolitan Museum of Art, le Met. Eh bien, cette aile est fermée pour des travaux importants, et la réouverture est prévue en avril prochain. En attendant, il fallait bien trouver un hébergement pour les collections qui s'y trouvent. Et justement, cette nécessité de trouver un hébergement pour ces objets est devenue une opportunité pour oser une exposition comme The African Origin of Civilization. C'était une forme de gageure qui s'est avérée un pari gagnant. Si on en juge par les visites qui ont eu lieu, j'y suis allé pour ma part 2 fois. D'abord parce que je suis allé d'abord avec une collègue et ensuite j'y suis allé avec mon frère quand il est venu me rendre visite à New York. Et à chaque fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de visiteurs et il n'y avait aucune raison pour qu'il n'en ait pas été ainsi pour les autres jours. Il y a aussi, pour mesurer le succès de cette expérimentation, les éloges qui ont salué cette exposition pour son audace et sa beauté, dont un article très élogieux que lui a consacré le New York Times par la plume de son critique d'art en chef et prix Pulitzer, Holland Cotter. Deuxième remarque, il s'est aussi agi pour Alissa Lagama. Alissa Lagama est la directrice des collections d'art africain, et Diana Craig Patch, qui est une historienne de l'art, spécialiste d'archéologie égyptienne. Il s'est donc agi pour elle de rendre hommage à l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop,
dont vous voyez ici la photo, dont l'œuvre a constitué pour l'essentiel une réponse à la philosophie de l'histoire de Hegel, que j'ai évoquée à un moment donné, et philosophie de l'histoire qui sépare radicalement l'Égypte du reste de l'Afrique, qui tourne l'Égypte vers le nord et l'est, et en lui faisant tourner le dos à son sud. Non pas seulement un sud que l'Égypte a influencé, l'Égypte ancienne, mais un sud dont l'Égypte ancienne elle-même est née. Cette sorte de poussée vitale, pour revenir à cette métaphore, qui a en quelque sorte porté l'Égypte également. Et donc, les deux directrices présentent l'exposition comme un hommage à Diop, qui lui est rendu en présentant côte à côte des chefs-d'œuvre des collections du musée provenant d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et l'art de l'Égypte ancienne pour la première fois, disent-elles, dans l'histoire du Met. Et donc, vous le voyez, ce côte à côte, on peut même dire épaule contre épaule, qui est l'affiche de l'exposition, et ceci nous donne une idée de ce que signifie montrer ensemble Mémi et Sabou, les Égyptiens, Mémi et Sabou, l'homme qui a un geste très protecteur en tenant la femme par les épaules, et un geste tout aussi protecteur de l'homme Dogon vis-à-vis de la femme Dogon. Voilà un exemple d'apparentement qui a été fait dans cette exposition. Une précision, le titre qui a été retenu pour cette exposition, The African Origin of Civilization, est en fait le titre d'un livre de Cheikh Anta Diop traduit en anglais, et ce livre est une compilation de deux œuvres de l'historien sénégalais, Nation nègre et culture, d'une part, qui a été publié par Présence africaine en 1955, et Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, qui a été également publié par Présence africaine en 1967. Le traducteur Mercer Cook, qui avait aussi été le traducteur des textes de Léopold Sédar Senghor, regroupés dans le livre On African Socialism. C'est donc lui qui a choisi comme titre de la traduction anglo-américaine The African Origin of Civilization, Myth or Reality, qui est le titre de l'exposition. Alors, à côté des deux couples qu'on a vus, un autre exemple est celui qui m'émeut, moi, j'ai beaucoup aimé cet exemple-là, c'est l'image de l'Ioba et d'un fragment de visage égyptien. L'Ioba, on reconnaît tout de suite ce que l'on appelle bronze du Bénin, c'est le même visage que Lydia, dont nous avons parlé là à propos du Festac. Et là, pour la pièce égyptienne, elle a subi le genre de mutilation dont Pierre Schneider et Pierre Soulages parlaient, et voici tout ce qu'il en reste. Mais justement, ce fragment de visage dont on ne sait pas à quel ensemble il correspond véritablement, rapproché de l'Ioba, a quelque chose d'assez émouvant. En tout cas, c'est ainsi que je l'ai reçu. Un autre exemple, c'est par exemple aussi la statue de marbre d'un kouros qu'on voit là, et avec une figure du Congo qui est une figure de pouvoir. Alors ceci, ce n'est pas simplement l'exposition, puisque vous voyez que ce kouros, lui, est de la Grèce, mais c'est un rapprochement qui a pu être fait aussi lors de cette exposition. Dernier exemple que je voudrais vous montrer, l'hippopotame Boli, ici, d'un artiste bamana du Mali, et l'hippopotame William, comme les New-Yorkais l'appellent, qui est une figurine égyptienne hippopotame, et le fait que justement, ici, on a simplement reproduit la forme
d'une manière tout à fait quasi abstraite pour l'hippopotame du fleuve Niger, et tandis que là, on a tous les détails de l'hippopotame du Nil, avec même le dessin des nénuphars du Nil. Alors, je vous ai parlé du succès que cette exposition a eu, et en particulier de ce qu'en a dit le New York Times. Pour résumer l'article du New York Times, juste cette citation. « Objet pour objet, dit le critique, il n'y a pas d'exposition en ville plus belle que l'origine africaine de la civilisation au Metropolitan Museum of Art. Il n'y en a pas non plus qui soit plus traversée de tensions éthiques et politiques. » Et je voulais insister sur ces tensions éthiques et politiques parce qu'en effet, cela ne va pas de soi de faire ces apparentements. On pourrait penser qu'ils ont quelque chose de forcé, qu'on veut à tout prix démontrer l'africanité de l'Égypte en établissant ses pairs, etc. Il est important ici de voir ce que cela signifie, faire ces apparentements. Il ne s'agit pas de démontrer une thèse, mais il s'agit simplement de montrer des objets ensemble. Et je crois que cette distinction est importante. Non pas démontrer, mais montrer. C'est le langage du musée. Quand il s'agit de faire dialoguer des civilisations, des cultures, on les fait dialoguer en mettant simplement les œuvres ensemble, en les montrant et en demandant à celui qui les reçoit, qui les voit, de construire lui-même ou elle-même l'apparentement en question. Ainsi, parce qu'on pourrait noter que des siècles séparent les 42 sculptures qui se trouvent dans la galerie égyptienne qui a reçu ces objets africains et les pièces subsahariennes que possède le Met, dont la plus ancienne date du XIIIe siècle seulement, alors que des millénaires, évidemment, s'étalent pour ce qui est des arts égyptiens. Ainsi, l'apparentement est moins basé sur une thèse à démontrer que sur le simple langage visuel, la forme, les thèmes que manifestent ces objets. C'est ainsi que vous avez, pour les apparentements mis en place par le Met, des thèmes sous lesquels on regroupe des objets qu'on met ensemble, comme Commemorating Beauty, célébrant la beauté, Awe Inspiring Forces, des forces qui inspirent la sidération, si on veut, ou Mastery of Metals. Il est donc important de voir qu'au-delà du rapprochement des arts sur un même continent, les arts d'Afrique s'invitent aussi au Met dans d'autres départements et dans d'autres galeries. C'est ainsi que vous avez la visite d'objets africains, de pièces africaines dans d'autres galeries. On a vu tout à l'heure la visite qui avait été rendue au Kouros. Ici, nous avons la visite rendue par cette Gwandansu, comme on l'appelle, parce qu'elle est la figure de la maternité et elle est mise à côté au Metropolitan d'un tableau qui est en fait voisin du tableau qui est là que l'on voit. La photo est ainsi faite. Et ce tableau, c'est la Sainte Famille. Donc, l'idée de regrouper ces tableaux sous le label maternité, cet universel humain qui est simplement la maternité, et regarder la figure de la maternité telle qu'elle est traduite ici par cet artiste du Gwandansu, ce que cela signifie, ce bébé tel qu'il est accroché, et le fait que la mère porte aussi des attributs, c'est un poignard qui est sur son côté, qui sont en général des attributs associés à la confrérie des chasseurs en Afrique de l'Ouest, mais le caractère protecteur de la mère est également rendu par cet attribut-là. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les rapprochements qui sont faits, et le but de l'opération est précisément celui-là, de donner à penser dans ces apparentements, et il me semble que ceci est un point important. Alors, je vous ai parlé d'une expérience qui n'est pas l'expérience du Louvre. Qu'en est-il maintenant du Louvre? Il n'y a pas, pour l'instant, d'expérimentation de cette nature dans le Louvre, sauf de manière virtuelle.
il y a eu une construction virtuelle ensemble au Louvre. Nous voyons ici passer notre ami Chipikuaro. Voilà. Nous voyons ici aussi d'autres éléments de cette campagne de publicité purement virtuelle ensemble au Louvre. Il y a une campagne différente, plus récente, où on voit là des statues, des objets océaniens, africains, etc., aller voir les tableaux. Ces trois personnes sont perplexes devant le tableau de Louis XIV. Comme vous pouvez le voir. Mais ce ne sont pas de vrais apparentements, parce que là, c'est beaucoup plus le jeu de ce qui était derrière leur ordinateur qui a été... Mais il y a des projets réels d'apparentement dont je peux, avec l'aide de Barthélemy, vous montrer deux. Un apparentement entre cette statue d'Hélios César et la sculpture anthropomorphe de la culture Malo du Vanuatu, que nous appelons l'homme bleu. Il y a peut-être encore un deuxième apparentement qui est lui aussi à peu près décidé, et on voit le sens que cela peut avoir, parce que dans un cas, il s'agit d'un reliquaire pour l'Égypte, et dans ce cas, il s'agit d'un gardien de reliquaire, donc la thématique qui les rapproche peut aller de soi. Mais je vais conclure rapidement, puisque ce ne sont encore pas des projets réels d'apparentement. Nous les verrons à la réouverture du pavillon des sessions. Quelle figure de l'universel nous est ainsi présentée par ces apparentements? Qu'est-ce que cela nous fait comprendre? C'est peut-être une manière de nous éduquer à ce que le philosophe Édouard Glissant appelle l'inattendu de la relation. Créer comme cela des relations qui peuvent être inattendues, totalement imprévisibles ou totalement improbables, ce qu'il appelle l'imprévu de la totalité monde. Eh bien, c'est de cela que je voudrais traiter dans la conférence finale où je récapitule la notion d'universalité. Le deuxième point, et je vais en terminer là, c'est ce que signifie éduquer à la différence, la manière dont un musée éduque à la différence, en mettant côte à côte des objets les plus improbables, en créant ces apparentements. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais au début de mon propos. Le visiteur n'a peut-être pas toujours besoin qu'on lui fasse ces apparentements. On peut parfaitement imaginer une visiteuse qui est entrée au Louvre, qui est passée devant le portrait, la peinture de la Sainte Famille, et qui, arrivant au pavillon des sessions, aussi retrouve une figure de maternité océanienne qui fait un rapprochement entre les deux. Et donc, ceci est la possibilité pour le musée de nous éduquer aussi à la différence, de nous enseigner que l'universel, c'est aussi faire l'épreuve de la différence. Et c'est la raison pour laquelle je reviens à ce qui était le propos du président Pierre Rosenberg lorsqu'il ne voulait pas de ces objets, en disant que les objets autres que ceux traditionnels du musée du Louvre, que ces objets n'avaient rien à enseigner au public du Louvre. Mais justement, enseigner ou éduquer, c'est enseigner ou éduquer à la différence. Et c'est, me semble-t-il, cela qui est la manière pour un musée de nous faire sentir un universel pour notre temps. Encore une fois, c'est la prochaine fois que je voudrais explorer plus avant ce propos sur l'universel que nous enseigne le musée. Merci infiniment.